faire une capsule globale aujourd'hui où je vais mettre en relation des événements qui en apparence ne sont pas liés mais qui procèdent du même phénomène. Ces événements, c'est la réélection d'Ursula von der Leyen, la réélection de Yael Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, et la panne mondiale de Microsoft qui est en train de nous mettre à genoux et qui est probablement la première panne qui agit comme un tsunami mondial. On voit petit à petit les dominos s'effondrer les uns après les autres. Alors je vais parler de ces trois phénomènes. Je vais les mettre en rapport sous le titre général « Les mondialistes verticaux en guerre contre les peuples horizontaux ». Et je vais essayer de vous montrer comment Braun-Pivet, von der Leyen, Bill Gates, ce sont les trois facettes d'une logique verticale des mondialistes, d'une gouvernance verticale de nos sociétés qui est faite pour leur plus grand profit. Et aujourd'hui, on les voit tous se crisper sur leur poste, sur leur situation, sur leur logique qui est à bout de souffle. Et je vais essayer de vous dire quelques mots de la guerre que nous devons continuer à leur mener. Alors d'abord, je le redis, je ne vous surprends pas en disant que Ursula von der Leyen est l'incarnation de cette domination mondialiste, verticale, avec une Commission européenne qui, par nature, est un organe qui est conçu pour dominer les peuples et les placer sous l'autorité d'une bureaucratie déconnectée. C'est le principe même de l'Union européenne. C'est pourquoi moi, régulièrement, je dis qu'il faut pratiquer le Frexit. Si vous voulez, j'en profite pour dire, voilà mon traité du monde d'après où j'explique pourquoi je suis pour le Frexit et où j'essaye de montrer comment la Commission européenne, par principe, est un organe de domination verticale d'une caste. Et Ursula von der Leyen a montré comment cette caste était à bout de souffle. Tout le monde a en tête les procès interminables et inutiles, jusqu'ici impuissants, si j'ose dire, qui lui sont menés pour qu'elle nous donne les éléments préparatoires à la négociation de ce contrat du siècle avec Albert Bourla, qu'elle a mené directement en violation des traités et en violation des procédures qui avaient été arrêtées par le Conseil européen. Tout cela a été très bien dit dans le rapport de la Cour des comptes européenne que nous avons beaucoup commenté dans les colonnes du Courrier des stratèges. N'oubliez pas de vous abonner au Courrier des stratèges si vous ne l'avez pas encore fait. C'est 9,90 € par mois, c'est pas cher. Et il y a au moins 8 articles tous les jours. Lisez-les, c'est une information rigoureuse et qui est spécialisée dans le décodage, le décryptage du narratif mondialiste, verticaliste, qui aujourd'hui nous met à genoux. Et donc Ursula von der Leyen, vous le savez, a fait l'objet de nombreuses procédures. Le New York Times a failli avoir accès à ces SMS, puis bon, on en reparlera un jour. D'autres procédures ont retardé l'opération du New York Times, mais enfin bon, c'est comme ça. Vous savez que Ursula von der Leyen a été mise en cause pour son excès d'autorité, pour avoir voulu placer l'un de ses potes, M. Pieper, à un poste qu'elle a créé. Bref, malgré toutes ces observations, malgré toutes ces critiques, malgré toutes ces controverses, elle a été réélue. On se souvient que François-Xavier Bellamy, qui est le tête de file des Républicains français au Parlement européen, François-Xavier Bellamy a voté finalement pour Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. En échange, les LR ont gagné une ou deux présidences de commission, je crois, au Parlement européen. Donc ça a été un deal. Et donc François Bellamy nous l'a joué, je suis un pro-chevalier et je ne mets pas mes mains dans le cambouis et je ne trempe pas dans toutes ces magouilles. Puis finalement, il en a été un acteur comme les autres. Il faut toujours se méfier des gens qui jouent les pères la morale. Quand quelqu'un vous parle de morale en politique, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Et Bellamy vient de nous le démontrer à nouveau. Mais même phénomène avec Yael Braun-Pivet, où on vit cette situation extraordinaire. Je lui ai envoyé un petit message hier à mon ami Jacques Millard, maire de Maisons-Laffitte, qui affrontait Yael Braun-Pivet aux législatives. Jacques Millard était candidat LR. Il a été battu par Yael Braun-Pivet, notamment grâce aux voix de la gauche. Et puis Yael Braun-Pivet, finalement, fait battre la gauche avec les voix de LR, qu'elle a combattu il y a 15 jours, pour devenir président de l'Assemblée nationale. Il faut que tout change pour que rien ne change. Je l'ai écrit hier dans le courrier. Mais on voit bien que ce qui se passe, qui est en train de se passer dans la caste, c'est que ces gens-là ne lâcheront rien. Ça me rappelle l'anecdote que j'aime bien citer. Au moment des Gilets jaunes, j'avais rencontré un des
des 10 ou 15 top managers de Bercy, chargés de bâtir la loi de finances, qui m'avaient dit « Éric, les gilets jaunes, c'est une France, voilà, et qui s'éloigne de notre France à nous, mais nous ne lâcherons rien. » Eh bien, cette logique de guerre de castes, de lutte des castes, qui est menée par les puissants contre le peuple, nous voyons aujourd'hui jusqu'où elle va, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de la provocation, des doigts d'honneur, en bonne et due forme, aux citoyens qui disent, mais attendez, par des votes à majorité large, qui disent on veut que ça change, eh bien ces gens-là ne changeront rien, et jusqu'au bout, ils iront dans le bras de fer avec le peuple pour préserver leurs avantages, préserver leurs privilèges. Dussions-nous en mourir, hein. Et donc il faut avoir conscience que les adeptes, la caste qui dirige la société dans sa vision verticale, il y a l'élite au-dessus et puis ceux qui obéissent en bas et qui sont là pour souffrir, eh bien cette caste ne reculera devant rien pour rester au pouvoir. Voilà. Et le combat continue. Or, il y a un phénomène intéressant, mais je voudrais m'appesantir un peu sur ce sujet, c'est, vous l'avez vu, ce problème de mise à jour Windows qui est en train de mettre l'économie mondiale à bas. Alors, cyberattaque ou pas, je consacre une vidéo patrimoine sur notre chaîne Patrimoine. Si vous n'avez pas l'adresse, c'est 4,99 € par mois. Retrouvez l'adresse de cette chaîne sous cette vidéo dans la description de la vidéo sur YouTube. Je consacre une vidéo patrimoine aujourd'hui aux différents événements tragiques, dramatiques, aux différents coups qui pourraient survenir cet été, tels que je les entends, tels que j'entends la rumeur, non pas chez les zinzins complots, mais chez les dirigeants même de nos sociétés, chez des hauts fonctionnaires, chez des responsables, chez des personnalités qu'on ne peut pas soupçonner d'être complotistes et qui disent cet été on pourra avoir des surprises. Je vous fais la liste des rumeurs que j'ai entendues dans cette vidéo et qui pourraient être dramatiques pour votre patrimoine si vous en avez un, pour votre épargne si vous en avez une, parce que ça pourrait être probablement un événement pire que le 11 septembre, et cette fois-ci ce serait sur la totalité de la planète, ou en tout cas ça aurait un impact extrêmement large. Je vous en parle dans ma vidéo sur la chaîne Patrimoine, rejoignez-la. D'ici là, que ce soit une cyberattaque, ce qu'on ne sait pas encore, ou bien un simple défaut de mise à jour, dans tous les cas, ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est que dans la société verticale telle qu'elle s'est mise en place en Occident, évidemment tout en haut, il y a le cartel numérique américain, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, qui sont aujourd'hui l'incarnation pour l'économie privée, pour les affaires, si vous voulez, de ce qu'est le pouvoir de la CIA, le pouvoir du Pentagone sur la vie politique occidentale. Les ordres viennent d'en haut et nous n'avons plus aucune profondeur stratégique pour y échapper et pour nous soustraire de cette domination. Nous sommes vassalisés. Face à ça, on voit bien qu'aujourd'hui, l'affaire Microsoft, la panne Microsoft, quelle que soit son origine, je le dis, et je l'aborde dans la vidéo patrimoine, allez la voir, quelle que soit l'origine de cette panne, on voit bien que le problème, c'est que nous sommes aujourd'hui face à des cartels, voire des monopoles privés, qui nous privent de toute forme de liberté et qui ont un impact potentiellement dramatique sur notre vie. C'est-à-dire que si Microsoft devait disparaître demain sous l'effet d'un tremblement de terre, si les systèmes Microsoft devaient disparaître, eh bien nos économies seraient plongées dans le noir à la manière d'une éruption volcanique qui recouvre le ciel avec de la poussière pendant plusieurs mois. Nous mettrions des mois et des mois à nous reconstruire. Ça, c'est l'illustration de la faiblesse, du risque que nous prenons en n'ayant pas assez de concurrence dans une société. Redisons-le, la base d'une société qui fonctionne, c'est la concurrence et la limitation au monopole et au cartel. Nous n'avons pas, les États-Unis en premier, ont oublié de lutter contre les cartels et les monopoles, notamment dans le domaine numérique. Les États-Unis se sont appuyés sur Google, mais aussi sur Elon Musk, SpaceX par exemple, sont appuyés sur Bill Gates pour étendre leur domination politique. Ce faisant, ils ont oublié les principes du capitalisme qui sont ceux de la concurrence. Et aujourd'hui, ils vont nous torpiller parce qu'il n'y a pas assez de concurrence et parce que nos gouvernants qui sont vassalisés par les États-Unis ont mis tous leurs œufs dans le même panier, dans les paniers Microsoft, dans le panier Google, dans le panier Facebook.
Rappelons-nous, la crise qui vient, c'est la démonstration qu'il faut systématiquement le maximum de concurrence possible dans tous les domaines. Sinon, on perd notre liberté et notre autonomie. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est qu'il y a aujourd'hui une guerre entre deux projets mondialistes et cette guerre, elle peut nous profiter dans une certaine mesure, mais il ne faut jamais oublier que quelle que soit la solution, le mondialisme est en danger. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous défendent les BRICS, défendent les projets chinois, défendent les projets russes. Le problème, c'est que ni la Russie ni la Chine ne sont des sociétés horizontales. Ce sont des sociétés organisées de façon verticale, avec un poids extrêmement important des décisions de l'État et des décisions politiques. Croire qu'on va gagner une guerre contre les mondialistes en faisant alliance avec un autre projet mondialiste, c'est une erreur. Ce qui nous fera gagner, c'est l'horizontalité, c'est organiser la société autrement. Je m'exprime très longuement dans ce livre sur ce sujet. Plusieurs chapitres y sont consacrés. Le monde d'après, ça doit être un monde fondé sur l'horizontalité des sociétés, l'ordre spontané, la capacité de chaque individu à exprimer librement ses talents et à faire affaire avec ceux qu'il souhaite avoir dans son portefeuille. Ce monde qui est normé par des États, dirigé par une caste, une nomenclatura, et il y en a une en Chine, et il y en a une en Russie, quoi qu'on en dise, eh bien ces sociétés-là, elles peuvent servir à affaiblir le dominium américain, le dirigeant, l'empereur américain que nous devons combattre parce qu'il nous vassalise et parce qu'il nous appauvrit. Mais dans tous les cas, nous ne serons nous-mêmes qu'en retrouvant l'ordre spontané des sociétés. Et ce que je propose, c'est une troisième voie, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'alternative où la nomenclatura américaine, l'establishment comme on dit, ou la nomenclatura des BRICS. Retrouvons l'ordre spontané de nos sociétés. À bientôt et puis rendez-vous, je vous dis tout sur ce qui pourrait arriver cet été sur la vidéo patrimoine que je sors aujourd'hui.